1793. Une année charnière où la France, déjà bouleversée par 4 années de bouleversement, s'apprête à basculer dans l'inconnu. Le calendrier révolutionnaire vient d'être instauré, marquant la volonté de rompre avec l'ancien régime jusque dans la mesure du temps. La Révolution française, commencée en 1789, avec l'espoir d'un monde nouveau, sombre désormais dans la violence et le chaos. Les rues de Paris résonnent des cris, des affrontements et du fracas des armes. La peur s'installe dans chaque foyer, la tension est palpable à chaque coin de rue. Le roi Louis XVI a été exécuté sur la place publique, un événement qui a choqué l'Europe entière. La monarchie, vieille de plusieurs siècles, est abolie. La France devient une république, mais cette république est isolée, assiégée et menacée de toutes parts par les puissances monarchiques européennes qui voient dans la Révolution un danger mortel pour leur propre trône. Les armées étrangères encerclent le pays, prêtes à envahir et à restaurer la monarchie par la force. L'Autriche, la Prusse, l'Angleterre et d'autres se liguent contre la France révolutionnaire, déterminés à écraser l'élan de liberté qui menace l'ordre établi en Europe. À l'intérieur même du pays, la mort du roi divise profondément la nation. La guerre civile éclate en Vendée, où des paysans et des royalistes prennent les armes contre la République, refusant la conscription et la nouvelle société imposée par Paris. Les villages brûlent, les familles se déchirent, la violence s'étend. Dans d'autres régions, Lyon, Marseille et Bordeaux se révoltent à leur tour contre le pouvoir central. Ces grandes villes, autrefois moteurs de la Révolution, se dressent désormais contre Paris, dénonçant la radicalisation et la centralisation du pouvoir. Les insurrections se multiplient, la France semble se fragmenter. Au sommet de l'État, la Convention nationale qui gouverne la France est elle-même déchirée. Deux factions s'opposent violemment. Les Girondins, modérés, prônent la prudence et la décentralisation, tandis que les montagnards radicaux veulent sauver la Révolution à tout prix, quitte à employer la force. Les montagnards, menés par des figures emblématiques comme Robespierre, Danton et Marat, prennent peu à peu le dessus. Ils sont convaincus que seule une action énergique, implacable, pourra préserver la Révolution des dangers extérieurs et intérieurs. Leur détermination est sans faille, leur discours enflamme les foules, mais la situation économique est catastrophique. Le pain manque cruellement, les prix explosent, la misère s'étend. Les Parisiens font la queue des heures durant devant les boulangeries, souvent pour repartir les mains vides. La colère gronde, les émeutes de la faim se multiplient, la population est à bout, la France est au bord de l'implosion, la guerre, la famine, la division politique et sociale menacent de tout emporter. Les rues de Paris, autrefois animées, sont désormais marquées par la peur, la méfiance et la désolation. Le peuple, affamé et épuisé, ne sait plus à qui se fier. Dans ce chaos, une idée s'impose peu à peu. Il faut un gouvernement d'exception, un pouvoir fort, prêt à user de la force et de la terreur pour sauver la République. Le comité de salut public est créé, doté de pouvoirs extraordinaires, chargé de défendre la Révolution à tout prix. Certains pensent qu'il faut être impitoyable pour survivre. Les tribunaux révolutionnaires se multiplient, les arrestations et les exécutions deviennent monnaie courante. La suspicion règne, la moindre parole peut conduire à la prison, voire à la guillotine. La peur, la suspicion et la violence deviennent le quotidien de tous. Les dénonciations se multiplient, les voisins s'espionnent, la garde nationale patrouille sans relâche. L'atmosphère est lourde, irrespirable, chacun redoute d'être le prochain sur la liste. La révolution, née de l'espoir, glisse inexorablement vers la dictature et la terreur. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité semblent s'effacer sous le poids de la violence et de la répression. Les ennemis sont partout, à l'extérieur, à l'intérieur, parfois même au sein de l'Assemblée. Personne n'est à l'abri. La paranoïa s'installe jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir. La République vacille, prête à tout pour ne pas sombrer. Les institutions tremblent, la société se fracture et l'avenir paraît plus incertain que jamais. La terreur s'annonce comme la seule issue possible pour sauver la Révolution. La guillotine devient le symbole d'une justice expéditive. La peur s'installe dans tous les esprits.
La France s'apprête à franchir un point de non-retour. Le pays, fracturé et ensanglanté, va plonger dans une période sombre où la survie de la République se jouera dans la violence et la terreur. Face à l'urgence, les montagnards imposent l'idée d'un pouvoir fort, centralisé, capable d'agir sans entrave. La révolution est menacée de toutes parts, et pour ses défenseurs, il n'y a plus de place pour l'hésitation ou la faiblesse. Les débats à la Convention sont tendus. Chaque décision peut faire basculer le destin du pays. Les libertés sont suspendues. La guerre justifie tout. Les droits du citoyen, acquis au prix de tant de luttes, sont mis entre parenthèses au nom de la survie nationale. Les lois d'exception se multiplient et la surveillance s'intensifie. La France, encerclée par les armées étrangères et menacée à l'intérieur par des insurrections, mobilise tous ses hommes pour l'armée. La levée en masse devient un devoir patriotique. Chaque citoyen est appelé à défendre la révolution. À l'intérieur, la guerre civile fait rage. La peur du complot est omniprésente. Les villes et les campagnes s'embrasent, les rumeurs de trahison se propagent et la méfiance s'installe jusque dans les foyers. Les révoltes sont vues comme des trahisons, la paranoïa s'installe. Les arrestations se multiplient et la suspicion devient la norme. Personne n'est à l'abri. Chacun peut être accusé d'être un ennemi de la République. La terreur devient un instrument politique. Canaliser la violence populaire, briser l'opposition et imposer l'ordre révolutionnaire. Les exécutions publiques servent d'avertissement. La peur devient un outil de gouvernement. Unifier le pays par la force devient l'objectif. La Convention veut forger une nation nouvelle, coûte que coûte, même si cela signifie recourir à la violence extrême. Danton résume cette logique implacable. Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être. Il s'agit de faire peur pour éviter le chaos, de frapper fort pour éviter l'effondrement. La justice d'exception remplace la justice ordinaire. Les procès sont expéditifs, les peines exemplaires. La présomption d'innocence disparaît, remplacée par la présomption de culpabilité. La fin, sauver la République, justifie les moyens, même les plus extrêmes. Pour les révolutionnaires, il n'y a pas d'autre choix. Il faut frapper vite et fort pour survivre. La terreur est présentée comme une nécessité vitale, un mal temporaire pour un bien supérieur. Les discours exaltent la vertu révolutionnaire, justifiant la violence au nom de l'avenir. La France entre dans une ère où la peur devient loi, où la dénonciation est encouragée et où la vie quotidienne est marquée par l'incertitude et l'angoisse. Le salut public prime sur tout. La terreur, loin d'être un simple épisode de violence, devient le cœur battant d'une république en guerre pour sa survie. Juin 1793, les montagnards éliminent les Girondins et prennent le contrôle total. Ils créent le Comité de salut public, véritable gouvernement révolutionnaire, dirigé par Robespierre et ses alliés. Ce comité concentre tous les pouvoirs, guerre, économie, justice. Le comité de sûreté générale, bras policiers, traque les suspects et alimente la guillotine. Des représentants en mission imposent la volonté de Paris dans les provinces. Les décisions sont rapides, sans appel, appliquées partout. La dictature de comité s'installe, justifiée par l'urgence nationale. Robespierre incarne la vertu révolutionnaire, mais aussi l'intransigeance. La terreur devient doctrine d'État. La France est désormais gouvernée par la peur et l'efficacité brutale. La terreur s'organise. Comité de surveillance dans chaque commune, certificat de civisme obligatoire. La moindre critique peut mener à la prison. Le tribunal révolutionnaire juge sans appel, acquittement ou mort. Les garanties disparaissent. La justice devient expéditive. La guillotine, symbole d'égalité, devient l'instrument de la terreur de masse. Les exécutions rythment la vie parisienne, touchant toutes les classes sociales. La peur s'installe partout. Nul n'est à l'abri. La loi des suspects, votée en septembre 1793, permet d'arrêter quiconque paraît hostile ou insuffisamment enthousiaste envers la Révolution. La neutralité devient un crime, la dénonciation un devoir civique. Les prisons débordent, 500 000 personnes arrêtées, souvent sur simple soupçon. L'angoisse règne, la société se méfie de tout le monde.
La terreur transforme la France en un vaste tribunal. Chacun peut être accusé, chacun peut accuser. La suspicion devient la règle, la peur la norme. Au printemps 1794, la France a repoussé ses ennemis, mais la terreur s'intensifie. Robespierre élimine les extrêmes, hébertistes trop radicaux, indulgents trop modérés. La loi de Prairial supprime les dernières garanties. Plus d'avocats, plus d'interrogatoires, verdict immédiat. Le rythme des exécutions explose. Plus de 1300 morts en 6 semaines. La peur gagne même les députés. Personne n'est à l'abri. La terreur, censée sauver la République, la dévore. La machine judiciaire s'emballe. La guillotine ne s'arrête plus. L'arbitraire règne. La mort frappe au hasard. La révolution se retourne contre ses propres enfants. La France vit au rythme de la peur et du sang. Été 1794. La Convention, terrorisée, se retourne contre Robespierre. Le 27 juillet, il est arrêté en pleine séance, accusé de tyrannie. Ses alliés tentent de résister, mais la Convention agit vite. Robespierre et ses partisans sont déclarés hors la loi, capturés à l'hôtel de ville. Le lendemain, Robespierre, blessé, est guillotiné avec ses proches. Sa chute marque la fin brutale de la terreur. La foule acclame la fin du tyran. La France, épuisée, aspire enfin à la paix. La terreur laisse la France traumatisée. En l'espace de quelques mois, plus de 17 000 personnes sont guillotinées, souvent en place publique, sous les yeux d'une foule partagée entre peur et fascination. À ces exécutions officielles s'ajoutent des dizaines de milliers d'exécutions sommaires, menées dans la précipitation, sans procès équitable, dans un climat de suspicion généralisée. Au total, la Révolution fait des centaines de milliers de morts, laissant derrière elle des familles endeuillées, des villages décimés et une nation profondément marquée par la violence. Dès la fin de la terreur, un débat passionné s'ouvre. Était-elle une nécessité absolue pour sauver la Révolution, ou bien une dérive totalitaire incontrôlée qui a trahi ses idéaux? Certains, comme Robespierre et ses partisans, défendent la terreur, la présentant comme une réponse inévitable à une situation d'urgence, face aux menaces intérieures et extérieures. D'autres, au contraire, y voient une folie idéologique, une machine infernale qui a broyé des innocents et instauré la peur comme mode de gouvernement. Pour beaucoup, la terreur incarne une logique de violence incontrôlée, où la suspicion et la dénonciation remplacent la justice et où la société sombre dans la paranoïa collective. Aujourd'hui encore, la terreur reste une blessure profonde dans la mémoire nationale, un traumatisme qui continue de hanter l'histoire de France. Elle demeure un avertissement puissant sur les dangers du pouvoir absolu, lorsque la peur et l'idéologie prennent le pas sur la raison et la justice. La terreur rappelle que la défense de la liberté, si elle n'est pas maîtrisée, peut parfois conduire à sa propre destruction et transformer les idéaux en cauchemars. La Révolution française a bouleversé le monde, inspirant des générations entières, mais elle a aussi laissé une ombre persistante sur l'histoire. L'ombre de la guillotine plane encore sur la mémoire collective, rappelant la fragilité de la liberté et la violence des passions humaines. Aujourd'hui, la mémoire de la terreur divise, interroge et alimente de nombreux débats sur la justice, la violence politique et la mémoire nationale. Elle met en garde contre les dérives de l'histoire et nous invite à réfléchir sur les limites à ne jamais franchir, même au nom des plus nobles idéaux.